Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Léon Kongou et d'Ibrahima Wele. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux défis énergétiques au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud qui possède l'une des plus faibles couvertures en électricité au monde. Seule une personne sur 100 a accès à l'électricité. Ce déficit énergétique, une véritable souffrance pour la population, un frein au développement, mais aussi une question de santé publique car les hôpitaux sont également confrontés au délestage avec des conséquences parfois dramatiques. Et si la réponse à ce problème se trouvait dans le recours aux énergies renouvelables, vous allez le voir, l'hôpital de Juba, la capitale, expérimente actuellement l'utilisation de l'énergie solaire. Gladys Mamba. Le soleil se met au service de la santé au Soudan du Sud. L'hôpital d'enseignement de Djouba bénéficie désormais d'un nouveau système d'éclairage à énergie solaire, une alternative au générateur diesel. Le nouveau dispositif, issu d'une source d'énergie naturelle, aidera le personnel médical à travailler dans de meilleures conditions 24 heures sur 24. Parfois, nous avons des cas de femmes qui doivent accoucher, mais avec l'obscurité, il devient difficile pour une infirmière d'aider. Alors donner naissance sans lumière entraîne parfois la mort. Soudan, que Dieu les bénisse. Le Soudan du Sud est limité dans son approvisionnement en électricité, avec une économie affectée par des années de guerre civile. Mais le pays fait partie des régions les plus ensoleillées du monde et compte profiter de sa position géographique. Les nouvelles lampes à énergie solaire automatisées limitent l'obscurité et optimisent la sécurité. Nous utilisions la lumière de notre téléphone portable. Parfois, le téléphone tombe sur le patient. Nous l'utilisions même pour nous aider à insérer les gouttes. Mais nous remercions Dieu d'avoir la lumière. Nous pouvons mieux travailler. Ce nouveau système d'éclairage financé par la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, aurait coûté près de 50 000 $. Il comprend panneaux solaires, batteries et lampes. Alors dans ce pays où le niveau national d'accès à l'électricité est de seulement 1%, c'est extrêmement peu, le recours aux énergies renouvelables, c'est une piste fiable pour commencer à s'attaquer à ce problème, Ibrahima Wele. Pour moi, c'est une piste très fiable, les énergies renouvelables, l'énergie solaire qui est illimitée dans cette zone saharienne, l'énergie thermique, l'énergie éolienne. Tout ceci existe en quantité illimitée en Afrique, mais je vois que juste malgré, on en parle, on vulgarise, mais je ne vois aucune politique aussi bien nationale qu'africaine sérieuse mise en place pour combler ce problème. Jusqu'à présent, on voit que dans la plupart des pays, d'ailleurs, certains continuent à vivre de centrales qui ont été mises en place depuis le temps colonial ou bien depuis certaines époques et qu'on a du mal même à moderniser. Donc cet hôpital, déjà, je pense qu'il nous donne deux leçons. C'est qu'à moindre coût, on peut résoudre ces problèmes énergétiques. Et je trouve, bon, là, ce sont les Nations Unies qui l'ont mis en place, mais l'État aurait bien pu le mettre en place. Donc je pense que là, ce que je voudrais, c'est que l'État mette en place, ou bien que l'Afrique même mette en place une politique sérieuse de développement de l'énergie renouvelable, qu'elle arrive à une autonomie énergétique, au lieu d'importer tout le temps ces carburants polluants, etc., qui empoisonnent la vie des gens sans satisfaire toutes les populations. Alors justement, Léon Kongou, pourquoi est-ce toujours aussi compliqué pour les pays d'Afrique subsaharienne d'aller vers ce type d'énergie, alors que des pays d'Afrique du Nord tels que le Maroc, où c'est déjà plus du quart de l'électricité qui provient déjà des énergies renouvelables. Donc là, on a un bel exemple que ça peut fonctionner. Tout est question de partenariat. C'est-à-dire, en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire, on a encore, je dirais, c'est-à-dire orienté vers la construction des barrages hydroélectriques, c'est-à-dire dont certains de nos partenaires, c'est-à-dire français, viennent construire, quand d'autres se sont totalement retournés vers autre chose, peut-être avec des nouveaux partenariats chinois, c'est-à-dire où on peut avoir cette électricité, c'est-à-dire... Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de volonté politique? Mais justement, c'est-à-dire, c'est d'abord une question, la volonté politique, c'est-à-dire pour qu'elle s'exprime, elle doit, c'est-à-dire, se greffer à une réelle indépendance.
lorsque cette indépendance n'est pas totalement, c'est-à-dire exprimée, il y a problème. Alors, indépendance par rapport à qui? Indépendance, c'est-à-dire par rapport à, je dirais, à l'ancien colonisateur. Parce que... Monsieur Koungou, on ne va pas non plus tout remettre sur ça. Voilà, là, on parle du Soudan du Sud, on cherche à comprendre pourquoi il y a un problème d'accès à l'électricité. Je n'ai pas directement mis en relief le Soudan du Sud. J'en viens. Mais c'est-à-dire, on est en train d'évoquer la situation en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, je dirais, pour passer d'un modèle à un autre, c'est un revirement. Cela veut dire qu'il faut renoncer, c'est-à-dire à certains partenariats pour aller vers d'autres. Et dans certains pays, ça a généré des coups d'État. Parce que, c'est-à-dire, quand vous avez des partenariats qui ont été signés après les indépendances, et quand certains pays ont l'impression qu'ils ont, c'est-à-dire pratiquement l'exclusivité de certains pays, ça pose problème. La Chine ne propose pas, c'est-à-dire forcément les barrages hydroélectriques, même si, c'est-à-dire, elle se les construit. Mais elle s'oriente vers autre chose maintenant, c'est-à-dire ces énergies renouvelables. Et voilà pourquoi on les trouve dans des pays plus ou moins, c'est-à-dire autonomes. Parce que vous avez évoqué l'Afrique du Nord. Et je tiens quand même à souligner que l'Afrique du Nord, quand bien même certaines entités territoriales ici furent colonisées, aujourd'hui, elle est considérée, c'est-à-dire comme étant un peu, je dirais, libre au niveau de ses choix sur la scène internationale. Au Soudan du Sud... Ce sont des pays aussi qui se sont donnés peut-être aussi les moyens de leur politique aussi. Ah oui. Au fait, pour finir avec le Soudan du Sud, moi je suis content d'une chose, c'est que les États-Unis prennent enfin, c'est-à-dire leurs responsabilités. Parce que voilà un pays... Monsieur Koungou, vous parlez d'indépendance, et là vous êtes en train de vous féliciter du fait que les Nations Unies s'occupent du Soudan du Sud. Vous parlez des pays, mais pour moi le Soudan du Sud, ce n'est pas un pays, c'est un proto-État. Quand vous arrivez à Djouba, vous avez comme l'impression que vous êtes dans une base arrière de l'humanitaire international. L'État est absent. Médecins sans frontières, Croix-Rouge internationale, ce sont ces voitures que vous voyez passer. J'y étais à 3 reprises. On a évoqué la guerre civile qui prévaut. Le problème, c'est que ça dit, voilà un État qu'on a voulu créer, enfreignant même, ça dit, les textes de l'Union africaine, notamment le principe de l'intangibilité des frontières. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, on commence à comprendre pourquoi ça a été créé. Parce que cette entreprise qui installe, c'est-à-dire ces panneaux solaires, c'est Azuri, une firme multinationale américaine. Donc, on en est là. Moi, je pense, c'est-à-dire, quand on fera des choix en libre, c'est-à-dire en toute liberté, je pense que tout dirigeant politique conscient, c'est-à-dire voudrait le bien-être de ces populations. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut questionner sur certains choix. Pourquoi mettre toujours l'accent sur des barrages hydroélectriques où des fleuves n'ont même plus assez d'eau, alors qu'il y a d'autres possibilités? Voilà pourquoi, ça dit, une fois de plus, j'ai dit, le problème va tourner autour d'une véritable indépendance. Très bien. Ibrahim Awele. D'une véritable indépendance, mais aussi d'une véritable volonté politique aussi. Parce que je trouve que ces États n'ont pas la volonté politique ou ne peuvent pas avoir la volonté politique. Effectivement, les pressions des multinationales existent toujours en Afrique. On a les choix qui sont limités, surtout dans ces domaines énergétiques. Et si on prend le cas de Djouba, c'est un pays quand même qui a été créé par la force récemment et qu'on cherche toujours à asphyxier. On ne sait pas, c'est un État d'Afrique noire ou c'est un État arabe. Là, le problème, alors effectivement, il y a de nombreux enjeux internationaux qui sont en train de se jouer, notamment au Soudan du Sud. Et autres, et puis le problème, on a un ensemble de problèmes. Le problème de l'énergie, moi, je trouve même qu'il est secondaire par rapport au problème de la famine, de la survie de la population, parce qu'on a vu et toute cette population qui est dispersée un peu partout, qui n'arrive pas à se retrouver, qui n'avait même pas accès à l'éducation, qui cherche tout juste à exister actuellement. Donc cette centrale électrique dans un hôpital, ça relève du miracle. Maintenant, les enjeux, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a certaines de ces actions, il y a des enjeux derrière. Mais est-ce que pour la population, l'enjeu, ce n'est pas le plus important, c'est la survie qui prime sur le reste. Hein. Mais... Monsieur Koungou. Oui, justement, en fait, c'est un début. Moi, je ne peux qu'apprécier. D'autant plus que c'est quelque chose, je dirais, à vil prix.
dans des situations économiques assez difficiles pour le moment. Je pense que la plupart des États aujourd'hui devraient quand même s'orienter vers là. Parce qu'à Djouba, ce n'est pas facile. C'est-à-dire on lutte d'abord au quotidien pour manger. Et c'est une satisfaction aussi pour les humanitaires parce que comme l'État est absent, ce sont les premiers, c'est-à-dire sur le terrain, à s'occuper de ces populations. Et on est quand même dans un pays où le plus souvent, c'est 30-40 degrés, c'est-à-dire tout le temps, c'est pratiquement ça. C'est vous dire la situation difficile, c'est-à-dire que rencontrent ces personnes sur le terrain. Donc le problème d'électricité, c'est-à-dire permettra, ne serait-ce qu'aux hôpitaux, c'est-à-dire de fonctionner. Voilà, et c'est déjà ça. Ibrahima Ouédé. Donc il y a ce problème d'électricité, il y a le problème de l'eau aussi dans ces contrées-là qui se pose. Et moi, je trouve que la résolution de ce problème passe non pas par des politiques nationales, mais par une politique africaine, une volonté politique. Moi, je trouve que je ne sais même pas s'il y a des écoles d'énergie renouvelable en Afrique. Je ne sais même pas si ça existe. Et ça, on doit commencer par ça. On a des technologies qui existent, qu'on peut mettre en place très facilement en Afrique. J'ai vu récemment qu'il y a certains pays où même installer des panneaux solaires relevait d'un défi majeur parce qu'il fallait passer par des formalités extraordinaires. J'ai vu des gens qui voulaient avoir une autonomie énergétique, par exemple à Dakar, pour qui on disait que c'était une zone où on ne pouvait pas installer des panneaux solaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quand j'entends ces choses, je trouve ça assez aberrant. Donc, le recours aux énergies renouvelables, c'est véritablement une opportunité pour le Soudan du Sud, notamment en termes d'indépendance, puisque, par exemple, en 2017, un accord d'approvisionnement a été signé avec l'Ouganda. Donc là, c'est une bonne piste pour commencer véritablement à s'attaquer à cette problématique. Oui, il faut que progressivement, c'est-à-dire l'État se mette en place. Parce que depuis 2013, c'est-à-dire l'indépendance est intervenue en 2011, en 2013, le pays est entré en guerre, c'est-à-dire une guerre aujourd'hui qui a pris des formes, je dirais, c'est une guerre tribale. Donc, entre les deux plus grandes ethnies, il faut d'abord que la sérénité revienne à ce niveau, c'est-à-dire entre les deux frères. D'un côté, c'est-à-dire le président et son vice-président. Mais ce n'est que... Ex-vice-président. Oui, oui. Monsieur Riek Machar. Oui. Ce n'est que dans ces conditions qu'on peut viabiliser le pays et construire des infrastructures. Oui. Parce que ce qui est sûr, pour le moment, l'énergie solaire, c'est plus exploitable parce qu'il suffit de mettre sur le toit et vous avez votre électricité. Mais on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire en construisant de grandes infrastructures. C'est-à-dire elles seront attaquées par les différentes organisations qui se disputent le pouvoir sur le terrain. Et donc, le problème véritablement au Soudan, c'est d'avoir un État viable qui puisse fixer les bases de son développement. Voilà pourquoi, c'est-à-dire on est en quelque sorte dans l'urgence. Donc effectivement, une guerre civile qui fait des millions de victimes, des déplacés notamment, des milliers de morts depuis donc 2013. Avant tout, il faut stabiliser ce pays pour parvenir à finalement mettre en place de véritables politiques, notamment d'infrastructures comme parfaitement. La stabilisation, c'est le premier stade. Et la stabilisation, elle ne passe pas que par la réconciliation avec le président. Ce ne sera pas une chose facile, vu le nombre de morts, vu toutes les conséquences et tout ce qui a été fait. Je pense qu'y arriver si tôt ne va pas être aussi simple, mais au moins que certains accords de respect soient mis en place et soient imposés de force, de telle manière qu'on puisse ramener la paix. Et voir aussi certains voisins qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans cette situation-là aussi, situer quelle est leur part de responsabilité, d'intervention pour pouvoir stabiliser ce pays-là. C'est une fois que la stabilisation arrive, effectivement, qu'on pourra mettre en place toute cette politique. Mais je pense qu'il faut en faire aussi, il faut le désirer, il faut désirer mettre en place cette politique énergétique et les autres politiques. Est-ce qu'ils ont ce désir-là? Parce que moi, je vais toujours du principe que quelqu'un qui a régné pendant une période de guerre, ce n'est pas la personne qu'il faut pour une période de développement. Hein.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Ibrahima Wele, je rappelle que vous êtes membre de l'association Awana Africain. Léon Kungu, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques. Donc c'est la fin de cette émission, pardonnez-moi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Très bonne soirée.